Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette émission, nous allons nous poser une question, voire faire un saut dans le temps, nous projeter en 2050 autour de la question comment les élevages laitiers pourront s'adapter au changement climatique. Alors pour y répondre, je reçois trois invités. Céline Marcelier, bonjour, vous êtes à la chambre conseillère, à la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Jérôme Pavy, vous êtes chef de service du service fourrage et pastoralisme à l'Institut de l'élevage. Et Thierry Gélin, donc directeur scientifique et technique au CNIEL, l'interprofession laitière. Alors, je vais commencer par vous, Thierry Gélin, puisque vous lancez aujourd'hui donc le programme Climat-Lait, donc qui vise justement à voir quel sera l'impact du changement climatique d'ici 2050. Et donc pourquoi avoir lancé un tel programme? Le changement climatique, c'est maintenant, ça a déjà commencé? Oui, les éleveurs le savent, ça a déjà commencé en effet. Il suffit de leur faire parler d'une activité du moment, l'ensilage par exemple. Souvent on entendait le SPAS avant de démarrer l'ensilage, et là, une année comme celle-ci, on voit bien que c'est de plus en plus anticipé, de plus en plus précoce, et est déjà réalisé dans la plupart des régions. Donc oui, c'est maintenant. Puis il y a des événements dramatiques aussi qui nous rappellent à nous le changement climatique. On l'a vu récemment aux Antilles ou au continent américain. Et ce débat de le changement climatique, c'est maintenant, c'est invité dans un débat qu'on avait au niveau de l'interprofession laitière, au moment de réfléchir sur l'avenir de la filière laitière française, son évolution, et qu'est-ce qui ferait que demain, la filière laitière française continuerait à être compétitive ou pas. Et s'adapter au changement climatique, ça a été considéré comme une des manières de s'assurer qu'on resterait compétitif. C'est devenu un sujet clé vu l'évolution climatique constatée. Alors, Jérôme Pavy, vous, donc à l'Institut de l'élevage, vous avez travaillé pour imaginer des différents scénarios possibles. Quel serait donc l'impact du changement climatique en 2050? Et alors, vous avez travaillé pour identifier différentes régions en France. C'est ça? Oui, alors en matière de méthode de travail sur un sujet aussi complexe, on a besoin d'abord de données météorologiques, climatiques. Donc nous travaillons avec les services de Météo France pour traiter des données historiques sur plus de 35 ans, ce qui nous permet d'avoir une vision du passé et de son évolution, la manière dont ont été vécues les choses par les éleveurs. Et nous travaillons aussi sur les hypothèses du GIEC, notamment l'hypothèse la plus pessimiste, celle qui est aujourd'hui en train de se confirmer et qui aboutira à une augmentation de la température moyenne de 4 degrés en fin de siècle. Alors la fin du siècle, c'est quand même très loin. Pour nous, ça a peu de sens. Donc on travaille sur une échéance plus proche, en 2050. Et pour cela, nous avons décidé, compte tenu de la diversité de la production laitière française, de travailler sur 30 petites régions, 30 unités laitières, caractérisées par des caractéristiques pédoclimatiques différentes, mais aussi parfois des organisations de production et des systèmes de production localement différents. C'est ce qui fait que la France est quand même très diverse en termes de production fourragère, en termes de système d'exploitation. Ça doit être très compliqué, j'imagine. Alors c'est à la fois une complexité pour aborder ce type de questions déjà difficiles, mais c'est aussi une forme de richesse, puisque nous avons, grâce à cette diversité, une diversité aussi de produits, notamment exprimée à travers la diversité fromagère. Et donc nous sommes contraints, pour traiter un sujet aussi complexe, de travailler dans différentes zones, dans différents contextes de production, dans la montagne, mais aussi dans la plaine, dans des zones avec des signes de qualité très forts, d'autres avec du lait moins démarqué. Donc il faut prendre en compte ces diversités pour anticiper l'ensemble des impacts du changement climatique et pouvoir réagir à temps. L'impact sera différent d'une région à l'autre. C'est ce qu'on va voir avec l'exemple des Mauges, donc une région située en dessous d'Angers, des Pays de la Loire. Céline Marcelier, donc vous êtes à la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Vous avez travaillé donc à étudier qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici quelques années, 2050, plus ou moins, sur la région des Mauges. Ça va ressembler à quoi les systèmes fourragers, les élevages, comment ils vont faire, les éleveurs, en 2050? Alors, le secteur des Mauges, c'est une région très dynamique et collective, avec beaucoup d'élevages laitiers et des élevages allaitants. Donc effectivement, la Commission lait a réfléchi sur l'évolution des fourrages suite au changement climatique. On l'a fait par l'intermédiaire d'un jeu qui s'appelle le Rami fourrager, qui permet d'évaluer les besoins d'un troupeau et de voir le système fourrager adapté en face, et de voir l'évolution par rapport au changement climatique. Donc les adaptations qu'ont trouvé les éleveurs, c'était de faire des stocks, davantage de stocks, pour pouvoir exploiter l'herbe qui, dans un premier temps, devrait être plus importante à l'automne et au printemps, pour combler le déficit hydrique.
Parce que la pousse va être plus forte justement sur ces périodes de début et de fin de printemps et automne. Ouais. C'est ce que, dans un premier temps, il risque de se passer grâce à la surcompensation de l'effet CO2 sur la production du fourrage. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire surcompensation de l'effet CO2 ? Jérôme Pavie, peut-être ? Oui, alors le réchauffement climatique est essentiellement dû à l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère liée à la combustion des énergies fossiles qui sont des ressources carbonées normalement fixées dans le sous-sol et qu'on libère dans l'atmosphère. Donc comme vous le savez, les plantes, pour assurer leur croissance, consomment du CO2 et libèrent de l'oxygène, grâce à quoi il y a de la vie sur Terre. Eh bien, cette augmentation du taux de gaz carbonique, dans un premier temps, va avoir un effet bénéfique, puisque les plantes vont en profiter. Elles vont pouvoir améliorer leur rendement de photosynthèse et donc légèrement améliorer leur rendement. Mais ça va être un effet très court et sur un temps qui va être relativement bref, puisque très vite vont apparaître d'autres facteurs limitants, notamment les facteurs de température et aussi de stress hydrique. Donc un petit effet positif dans un premier temps avant des effets beaucoup plus importants et négatifs par la suite. Dans les Mauges, par exemple, comment les éleveurs pourront construire un système robuste pour résister aux aléas climatiques ? Parce que ça va être peut-être des grandes sécheresses, mais aussi des périodes de fortes précipitations. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on a vu et l'adaptation la plus probable qu'il voit la plus faisable, c'est de faire des stocks les années fastes pour combler au déficit des années de pénurie. Et du coup, d'avoir peut-être une diversité de fourrage. Est-ce qu'on sera toujours sur ce duo herbe-maïs ? C'est une bonne question. Est-ce que les systèmes vont changer ? Il y a peut-être effectivement des développements de mélanges céréaliers qui pourraient se mettre en place. Peut-être davantage de prairies multi-espèces aussi pour bien valoriser les prairies. C'est possible aussi. Donc, à l'Institut de l'élevage et aux différents partenaires, vous êtes en train de travailler sur ces 30 zones de France. Comment ça va se dérouler ? Jérôme Pavie, peut-être Eh bien, à l'exemple de ce qui s'est passé dans les Mauges, nous mobilisons localement, dans chaque petite zone retenue dans l'étude, un collectif à la fois de techniciens de chambre d'agriculture et de producteurs qui sont intéressés par le sujet, et nous les faisons travailler, comme on l'a fait dans les Mauges, sur la base de simulations météorologiques. Et ils nous expliquent quelles seront leurs techniques de résistance et d'adaptation. Donc ce que l'on peut dire en fait, c'est que dans les leviers d'adaptation qui se dessinent, il y a une plus grande diversité fourragère, une plus grande ressource à la récolte de l'herbe, sans doute la place à la fois pour le maïs et l'herbe, mais sur des périodes différentes, car ils auront une complémentarité. Et puis il peut aussi se poser la question de l'adaptation des couverts prairiaux par le choix des espèces, ce qui nous amène à nous poser des questions sur les choix génétiques et la sélection qui devraient être mise en place pour répondre à ces questions-là. Et puis enfin, il y a aussi la voie de l'irrigation, mais qui pose là une autre question, celle de l'acceptabilité sociale si la ressource en eau devient limitante. Thierry Gélin, je m'adresse à vous. L'objectif du programme Climalais, ça va être aussi de se déployer sur ces différentes régions, à travers quoi ? De la formation peut-être ? Oui, parce que là, on a eu des questions d'un cas, le cas des Mauges, mais on va travailler sur 30 régions dont on sait qu'elles ne seront pas toutes égales du tout en termes d'évolution. On sait par exemple la température certes va augmenter partout, mais on voit un petit peu moins au nord-nord-ouest qu'au sud-sud-est de la France. La pluviosité variera aussi. Plutôt là, c'est même un petit peu l'inverse, voire des augmentations à l'est et plutôt des baisses légèrement à l'ouest. Dans tous les cas, comme dans les Mauges, on sait que les leviers sont identifiables. On parle d'une région, on a commencé sur une vingtaine, on veut arriver à une trentaine l'année prochaine. Mais une fois qu'on aura fait ça, c'est que la première étape, c'est identifier effectivement les leviers qu'il va falloir qu'on transmette aux éleveurs, à tous les éleveurs, mais j'ai envie de dire avec un point particulier pour les plus jeunes qui vont, eux, voir leurs conditions d'élevage évoluer pendant toute leur carrière. Donc on réfléchit à la manière de à la fois le transmettre via des exemples aux éleveurs ainsi qu'aux plus jeunes, via les listes agricoles par exemple. Donc là, c'est une première voie de dissémination. Et puis, on travaille aujourd'hui avec les solutions qui sont connues, identifiées, mais ce travail soulève aussi des questions de recherche et de développement parce qu'on a parlé des fourrages, mais l'impact il est également sur l'animal lui-même, sur son confort, son stress thermique. C'est-à-dire que toute la filière est concernée finalement, il n'y a pas que le système fourrager, c'est ça ? Elle est complètement concernée, d'ailleurs pas que l'élevage, là on parle élevage, mais la transformation aussi par l'usage de l'eau sera concernée, mais même au niveau de l'élevage, il faut réfléchir à l'animal, à ses conditions d'ambiance. On sait qu'en termes de bâtiments, il y a des travaux à continuer à mener parce qu'il va falloir réfléchir à la ventilation des bâtiments, notamment pendant les périodes d'été, sur l'animal lui-même.
Le stress thermique dépendra aussi de la race de l'animal. Donc il y a des travaux de recherche qui sont menés sur le sujet. Il y a à la fois un travail pratique qu'on va pouvoir disséminer avec des leviers connus et puis un travail de long terme avec des travaux de recherche qu'on est en train d'initier. Ce n'est que le début. Eh bien, merci Céline Marsolier, Jérôme Pavie et Thierry Lesgélin d'avoir participé à cette émission. Et puis, si vous cherchez des infos sur le programme Climalais, ça se passe sur cniel-info.fr ou .com, je crois. Merci.